Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV avec notre invité du jour. Vous allez le voir, sa présence est rare. Une journaliste, une présentatrice, une productrice dont le professionnalisme et la sincérité transforment tout ce qu'elle fait en véritable joyau. Journaliste sur LCI, les téléspectateurs l'ont ensuite connue sur M6, aux commandes de Zone Interdite, puis également 66 minutes. Depuis 2012, c'est vrai qu'on la voit beaucoup moins à la télévision. C'est désormais derrière la caméra qu'elle a décidé de briller. La preuve avec ce documentaire poignant, empreint d'humanité, mais jamais larmoyante, dont elle vient nous parler aujourd'hui, qui sera diffusé dès ce soir. Bonjour Mélissa Thuriot. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Je suis ravi de vous rencontrer. On vous voit effectivement peu, mais vous êtes derrière la caméra. Et ce soir, Rencontre avec mon agresseur, c'est le titre du documentaire qu'on verra à partir de 20h50. Et je rappelle que France 5 est à l'heure, est un très bon élève sur les horaires de prime time, contrairement à d'autres qu'on ne nommera pas. C'est un documentaire que vous produisez sur une femme qui a été victime d'un viol et qui décide, plus de 30 ans après les faits, de rencontrer son agresseur. Un sujet évidemment lourd, difficile. Est-ce qu'il faut s'attendre à un documentaire difficile, presque insoutenable à regarder, ou au contraire, est-ce qu'on peut absolument tous regarder ce soir ce documentaire? Oui, c'est aussi pour ça qu'on a ce bel horaire en prime time de diffusion. Et je salue la chaîne France 5 qui nous réserve cette belle case du monde en face, où c'est un documentaire qui peut être visible par tous, qui est suivi d'un débat, et qui va permettre de faire connaître au plus grand monde ce qu'est cette justice restaurative, qu'on connaît très peu en France, et qui que peu de Français connaissent, je crois. Grâce à Christiane Taubira en 2014, mais le temps qu'elle soit effective, active, qu'on puisse saisir et rentrer dans ce protocole, Maïana est la première Française, c'est aussi pour ça que ce documentaire est assez exceptionnel, à rencontrer directement son agresseur. Vous pouvez en prison aujourd'hui rencontrer des victimes ou des agresseurs du même type de délit que vous avez subi ou crime subi, mais qui n'est pas forcément le criminel ou l'agresseur qui vous a fait souffrir. Là, c'est le cas et c'est la première fois qu'une Française entreprend cette démarche, nous la suivons, et que cet agresseur aujourd'hui libre, puisqu'il a purgé sa peine, il est tout à fait libre et il aurait pu refuser de rencontrer Maïana et d'être suivi par nous. Et il en accepte le principe. Donc c'est tout à fait intéressant et passionnant que de vivre cette expérience avec Maïana quand on a initié ce film. Et on va évidemment rentrer dans les détails de ce documentaire absolument passionnant, bouleversant, qui, j'en suis sûr, vous touchera en étant direct sur le Figaro Live, je le rappelle, tvmag.com, ainsi que la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. On est en direct, allez-y. Dites-nous si vous regardez évidemment les documentaires de Mélissa, quel regard vous portez sur son parcours. Est-ce que vous aimeriez la revoir devant la caméra? Dans quel type d'émission? Vos questions, vos commentaires, toutes vos suggestions, c'est juste après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Mélissa. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir, des résultats très serrés. Ah oui, c'était très serré hier, mais c'est bien TF1 qui s'impose d'une courte tête sur la première marche du podium grâce à la suite de la 10e saison. On est déjà à la 10e saison de Camping Paradis. La fiction portée par Laurent Ronac a fédéré 3,5 millions de fidèles, ce qui représente 17,4% du public. Si on établit ce classement se focalisant uniquement sur la part d'audience, eh bien c'est France 3 qui enfile la médaille d'argent grâce au cultissime long métrage intitulé Le jour le plus long. 2,7 millions d'amateurs d'histoire se sont rassemblés devant ce film qui retrace le débarquement en Normandie, soit 15% de part d'audience. La chaîne de service public se trouve au coude à coude avec sa sœur France 2 qui misait sur un nouvel épisode de Meurtre au paradis avec Joséphine Jobert que nous avons eu la chance de recevoir sur ce plateau. Et enfin, on termine avec W9 qui tire son épingle du jeu grâce au film Prémonition. La chaîne du groupe M6 est parvenue à dépasser le million. Et on est en fin de saison là, ça y est, ils sont complètement en rade. Ça y est, les audiences apparaissent. Effectivement, c'était dans un il y avait une panne. Mélissa, on voit que la fiction française aujourd'hui se porte bien, très bien. Elle bat les fictions américaines, étrangères à chaque fois. Vous qui avez endossé ce costume de comédienne de temps en temps, vous avez fait du doublage, notamment pour Planes de Disney, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, de votre mari Jamel Debbouze. Vu la qualité de la fiction française, est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez apparaître dans ce type de fiction? Ou est-ce qu'on vous l'a proposé d'ailleurs? Non, de temps à autre, je lis des scripts, j'en reçois, je les regarde toujours avec beaucoup de curiosité. Participer à une série, elles sont de grande qualité, c'est aussi l'objet d'une Absolument, c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'elle qui s'exporte aussi, et ça c'est formidable. J'ai regardé Mouche, moi, hier, l'adaptation de Fleabag sur Canal. Avec Camille Cotin sur Canal+. Canal+, on les aura plus tard. J'avais adoré Fleabag et je trouve ça super qu'il y ait l'adaptation avec Camille Cotin qui est génialissime.
Donc je les regarde bien sûr et je les découvre, elles sont de plus en plus qualitatives. Après, c'est pas mon métier, puis une série, c'est y consacrer un temps fou et c'est du coup s'investir dans un personnage. Mais une fiction unitaire comme ça, un rôle, une fois, un one-shot, ça vous dirait éventuellement mais ou pas? Ouais. Moi, tout ce qui peut avoir du sens à porter, c'est pas ce que c'est pas là le cœur de mon combat, on va dire. Je crois que je me sens plus utile en initiant vraiment des documentaires. Ça peut être aussi des émissions qui permettent vraiment au plus grand nombre de non pas de changer d'avis, mais de s'ouvrir, de nuancer un peu ses certitudes. Je me sens utile à cet endroit. On peut l'être aussi dans des fictions, et vous avez raison. Du coup, tous ces formats-là peuvent se regarder. Je pense qu'en fiction, et même d'en écrire, me plairait beaucoup, on peut aller plus loin que certains documentaires qui nous sont fermés parce qu'il y a des communautés ou des personnes qui ne souhaiteront jamais être filmées. Et la fiction peut leur donner vie et on peut avec justesse parvenir à montrer une réalité importante. Il y a une idée à creuser là, en tout cas, c'est pas faux. Damien, hier, vous avez fait un teasing monstrueux sur le Mercato. Après quelques nouvelles, est-ce qu'il y a des nouvelles de Mercato aujourd'hui? Oui, alors effectivement, c'est une information que nous n'avons pas encore relayée sur ce plateau. Vous savez que le départ de Thierry Ardisson déclenche automatiquement l'arrêt des Terriens du samedi et l'arrêt des Terriens du dimanche. Voilà, la saison prochaine sur C8, à moins que ce soit remplacé par un autre animateur, mais il y a quand même peu de chance. Et ce qui signifie donc que la case de l'avant-soirée du week-end reste vacante. Alors, qui la chaîne choisira-t-elle pour remplacer Thierry Ardisson à cet horaire-là? Eh bien, il se pourrait que ce soit Éric Nolot qui débarque le samedi ou le dimanche sur ce créneau aux commandes d'un talk-show dont la formule est toujours en cours de discussion dans les locaux d'H2O Productions, la société de production de Cyril Hanouna. C'est ce qu'il a indiqué à nos confrères de Télé 2 Semaines au cours d'un entretien. Alors rappelons que le polémiste a quand même occupé cette saison le fauteuil de chroniqueur dans l'émission Balance ton poste sur la chaîne du groupe Canal. Et que son émission Ça balance à Paris s'arrête sur Paris Première. Éric Nolot, il incarne aujourd'hui cette espèce d'anti-langue de bois qui est très à la mode, qu'on voit beaucoup, des polémistes comme ceux de Laurent Ruquier, Charles Consigny, je pense encore à Pascal Praud. Pour vous, c'est une mode aujourd'hui, cette anti-langue de bois. Pendant longtemps, ça a été assez formaté. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se lâche. Est-ce que vous qui observez la télé, que pensez-vous de cette mode un peu de l'anti-langue de bois, du clash? Je ne vais pas avoir un avis très pertinent parce que je ne les regarde pas, ces émissions. En fait, je la consomme autrement, la télévision, j'en fais plus aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir le replay comme des tas de gens pour consommer des documentaires et des films qui m'intéressent. Et j'ai besoin de calme, moi, sur les émissions de débat. J'ai l'impression que j'arrive plus à saisir le sens. Et j'entends, mais c'est des émissions malgré tout très bruyantes, avec beaucoup de chroniqueurs, avec beaucoup de gens qui donnent leur avis. J'ai l'impression que vous préférez regarder un C dans l'air qu'une émission de Nolo ou de Ruquier, par exemple? Oui, je ne la regarde pas plus parce que ce n'est pas forcément mes horaires non plus, mais des temps d'écoute où on a un peu moins de monde, où la personnalité invitée a le temps aussi de pouvoir parler de son travail, j'ai plus de plaisir. Alors, je sais que ça se perd un peu, et qu'on voit moins, mais je le regrette, ça me manque ces moments de télévision où il y a un peu plus d'écoute. Voilà. Ça reviendra. En tout cas, la télé, c'est toujours comme ça. C'est des questions de mode. On termine, Damien, avec une dernière info qui concerne un autre visage d'antenne. Exactement. Alors, vous vouliez du mercato, Nicolas, vous allez en avoir dans 10 jours, le vendredi 14 juin. Vous n'êtes pas sans savoir que Camille Combal lancera en deuxième partie de soirée sur TF1 une nouvelle émission audacieuse intitulée Plan C. Alors, le concept est assez simple. Une personnalité du monde du sport, du monde du cinéma ou encore de la musique passe une journée entière avec l'animateur au cours de laquelle elle va jouer la carte de la proximité et de l'humour. C'est d'ailleurs au cours de cette émission que l'on verra la fameuse séquence du carpool karaoké au cours de laquelle l'animateur et la personnalité invitée chantent à tue-tête dans une voiture. Et hier, Gims d'ailleurs. Exactement. Alors on dit Gims maintenant, Nicolas. On dit plus Maître Gims. Je sais, mes enfants m'engueulent assez pour ça. Et hier, donc, Camille Combal a annoncé sur son compte Instagram que son ancien camarade de Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy, avait lui aussi participé à cette émission. Alors est-ce que cette arrivée discrète sur TF1 annonce une longue collaboration avec la chaîne pour Bertrand Chameroy? Ça, l'avenir le dira. En tout cas, on le retrouvera dans Plan C. Camille Combal fait un parcours extraordinaire sur TF1, on lui confie quasiment tous les plus gros événements aujourd'hui. Il sort de TPMP comme beaucoup. Cette émission-là, dont tout le monde parle depuis des années, comment vous la jugez, vous, Mélissa? Cyril Hanouna, ça reste un épiphénomène dans la télé ou c'est quelque chose pour vous qui est plus durable? On lui prédit quasiment tous les ans que ça va s'arrêter, puis mine de rien, ça continue. Oui, non, c'est 8 pour moi, Cyril Hanouna. J'ai l'impression que ça résume Cyril, un peu la chaîne. Voilà, c'est ça. Même si on fait d'autres choses sur cette chaîne, et notamment des programmes que j'ai cœur à défendre comme Au Tableau. Alors, ce n'est pas forcément l'ADN on va en parler. phare de la chaîne.
Mais c'est tout l'intérêt aussi d'être sur des programmes. Là, je produis un documentaire sur une école de mode qui sera bientôt programmée fin juin, début juillet. Sur C8, et qui est totalement... Oui, avec une écriture qui est tout sauf celle qu'on peut attendre sur C8, sans commentaire, avec des jeunes de banlieue qui ont accès pour la première fois à une école de mode gratuite. Ça n'existait pas en France. Hein. Tous les créateurs viennent d'écoles qui sont à la fois très onéreuses, et donc il faut être de milieux qui vous permettent d'y accéder. Donc c'est un film vraiment atypique et qui, pour moi, fait sens sur C8, où on s'adresse à un public jeune et qui pourra, là aussi, peut-être découvrir un moyen plus démocratique d'accéder à tous les métiers. Et je me réjouis que la chaîne fasse aussi ces paris-là. Aussi ces choses-là, oui, absolument. Maintenant, j'ai l'impression, en effet, que oui, Cyril Hanouna, son talent, ses chroniqueurs et ses émissions qui se déclinent prend énormément de place. Ouais. Mais quand vous allez à C8, c'est pas avec Cyril Hanouna que vous négociez pour un documentaire, non. on est d'accord? Non. Tout le monde dit qu'il dirige la chaîne. Bon, c'est pas vrai, en fait, vous confirmez. Non, je crois que c'est toujours Franck Apieto. Bon, d'accord, très bien. Toujours, Merci Damien, c'est fini pour aujourd'hui? C'est fini, il y aura d'autres nouvelles du mercato demain. Évidemment. J'espère. En ce moment, il y a des nouvelles tous les jours. Merci beaucoup, évidemment. D'autres news médias dès demain. Place à la grande interview du Buzz TV. C'est tout de suite avec Mélissa Theriault. Mélissa, vous produisez ce soir le documentaire Rencontre avec mon agresseur qui sera diffusé à 20h50 sur France 5. On a parlé évidemment du pitch. Hein. C'est une femme qui était victime d'un viol, Mayana, dont on parlait, qui retrouve son agresseur 33 ans après les faits. Qu'est-ce qui a poussé cette femme presque à inaugurer, comme vous l'avez dit, cette justice restaurative en France? Pourquoi elle a eu envie de le rencontrer? C'est venu d'elle, hein, c'est ça? Oui, absolument. Elle m'a écrit une lettre poignante, bouleversante, qui m'a fait entrer en contact avec elle. Je l'ai rencontrée et j'ai eu envie, en effet, de l'accompagner dans cette expérience. En fait, elle a été violée petite fille à 7 ans. Il y a eu un procès. Cet homme a été condamné. A été condamné à 10 ans et en a fait 5. C'est un peu le cas en France. Oui, condamnation de ce type sur des viols. Et puis elle s'est construite, elle a fait sa vie, elle s'est mariée, elle est réalisatrice d'ailleurs, elle a un enfant. Et puis un jour, elle est tombée sur un article de journal où elle a vu que ce même homme, ce nom évidemment qu'elle ne pouvait pas oublier, avait, semble-t-il, récidivé puisqu'il venait d'être condamné pour 2 autres viols sur des petites filles. Et là, tout s'est écroulé. Je crois que c'est aussi le point commun de plein de victimes à qui on a parlé pour construire et avancer dans ce film, c'est que vous vous dites, mais tout a été construit sur un mensonge de justice. J'avais l'impression, moi, que cet homme avait été condamné, puni, et qu'il avait donc compris le sens de sa peine. Et puis, cette récidive l'a complètement déboussolée. Et elle s'est dit, j'ai besoin d'avoir un face-à-face. J'étais trop petite au moment du procès pour assister d'abord à cette phase-là, pénale. Et puis surtout, j'ai jamais pu lui poser des questions qui m'ont hantée et qui sont toujours là, et très présentes dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'elle attend exactement de cette rencontre, en allant rencontrer son agresseur, justement? Alors, après, chaque victime, je pense, il va trouver d'autres formes de réponses. Je pense qu'elle avait besoin de lui poser des questions très précises sur ses souvenirs à lui, sur ce moment-là, sur comment on peut passer à l'acte sur une petite fille de 7 ans, gratuitement, comment cette pulsion arrive, comment vous pouvez vous en prendre à une enfant, et lui faire comprendre aussi toutes les répercussions de cet acte sur sa vie et sur la famille, donc toutes ces répercussions collatérales. Les auteurs de crimes et d'infractions sont souvent inconscients des répercussions sur toute la famille. Le chômage, les dépressions, les maladies qui peuvent suivre et toucher les proches. C'est formidable, je pense, que cet outil et ces heures de face-à-face peuvent provoquer chez l'auteur de crimes comme chez la victime. Quelle est sa réaction à Mayana lorsqu'elle se retrouve face à lui, là, pour la première fois? Elle est quoi? Elle est stressée, elle est angoissée? Ouais, on le sent dans le film, d'ailleurs, on est beaucoup avec elle. On entend la voix de son mari au début du documentaire qui lui donne du courage. Et elle est aussi déterminée, c'est-à-dire qu'elle a cette appréhension, bien sûr, qu'on peut comprendre, mais il y a cette détermination qui font que ce film n'est jamais insoutenable, difficile à regarder. Vous l'avez vu, c'est un film lumineux aussi, parce qu'il nous donne accès avec beaucoup de curiosité. On peut être déstabilisé et dérouté par le dialogue qui s'instaure, mais on se dit, tiens, c'est possible quand même, il y a un dialogue qui s'instaure, et elle va précisément poser les questions qu'elle n'a jamais pu poser. Quelles que soient les réponses, je pense que les poser en face à face dans les yeux de cet homme, c'est important. Oui, c'est déjà un pas d'apaisement, de réparation. Un pas important. Justement, cette rencontre, elle a été possible, vous l'aviez dit, grâce à l'arrivée en France récente de ce qu'on appelle la justice restaurative, qui permet effectivement ce genre de face à face. Expliquez-nous en quelques mots en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et comment elle peut s'actionner, cette justice restaurative. La justice restaurative, elle répond, je crois, à 3 objectifs.
pour essayer d'être concis. D'abord, celui d'apaiser une victime qui vit avec ce traumatisme depuis des années. Celui de réinsérer l'auteur, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est qu'on se penche en France, on a du mal à regarder ça. Mais si on ne donne pas des outils pour réinsérer ces individus dans la société, qui sont des hommes et des femmes qui ressortiront libres, on n'avance pas. Et c'est donc un outil de paix sociale pour essayer de lutter contre cette récidive, finalement. Donc vous êtes victime, vous êtes auteur à quelle que soit la phase, c'est-à-dire avant le procès, pendant le procès ou après, vous pouvez saisir l'IFJR, l'Institut français de la justice restaurative, et vous serez accompagné dans un protocole qui vous prépare. Vous ne rencontrez pas du jour au lendemain votre agresseur, bien sûr. Ça demande des séances de préparation avec quelqu'un qui est formé et qui va vous permettre, si l'auteur est évidemment consentant et accepte également cette rencontre, pouvoir avoir plusieurs fois, s'il le faut, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est la victime 2 qui fois. déclenche la demande toujours, ou est-ce que ça peut venir aussi de l'agresseur? Ouais. D'accord. Il y a un homme qui s'appelle François Goetz qui travaillait à Poissy, qui en 2010 a été le premier Français qui lui était donc au service des SPIP des Yvelines et qui s'est dit tiens, mais moi j'ai envie d'être utile sur ces auteurs et qui prennent conscience de leurs actes. Et il a déclenché ces premiers prémices de la justice restaurative où des victimes pouvaient venir rencontrer des auteurs. Ça n'était pas leur agresseur, mais il y avait déjà des dialogues qui ont donné beaucoup de positivité, de réinsertion pour les auteurs qui se sont dit « je n'avais pas imaginé qu'en fait toute la vie de cette personne, de son mari, de son père, de son fils… » Bien sûr, les conséquences qu'on ne s'imagine pas forcément après. Mais en tout ouais. cas, les deux doivent être d'accord. Absolument. Et ça, c'est obligatoire. Damien, il y a plein de questions qui arrivent, j'en vois déjà. Effectivement, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez envoyer tous vos commentaires et toutes vos questions. Alors, on a une question de Julie qui est assez intéressante finalement. Est-ce que cette justice ne vise pas aussi à humaniser des personnes que l'on pourrait qualifier comme des monstres? Voilà, c'est sa question. Mais oui aussi, évidemment. Oui. Vous avez parlé de réinsertion, effectivement, là aussi, il y a une voie plus humaine. Mais qu'on le veuille ou non, ces personnes sont des hommes et sont humains comme on l'est. Donc, il ne s'agit pas ici d'être sur un protocole de pardon et de réinsérer en se disant on a pardonné, on a demandé pardon. C'est absolument pas le but de la justice restaurative. L'idée d'humaniser, c'est de comprendre d'où vient cette personne, pourquoi elle a commis cet acte, quel est le problème qu'elle a sans doute à résoudre. Il faut avoir envie et être capable, tout le monde ne le peut pas, de se pencher sur les causes de ces actes. Moi, j'y crois profondément, en tout cas. Donc oui. Justement, le besoin, vous l'avez dit, elle vous a écrit. C'est important également pour elle d'être accompagnée. Alors, on rappelle qu'elle est réalisatrice, mais d'être accompagnée par des caméras, parce qu'évidemment, il y a aussi un côté un peu impudique. La rencontre aurait pu se faire sans aucune caméra. C'était sa volonté. Oui, c'était sa volonté. Je ne sais pas si elle l'aurait fait, si elle n'avait pas déclenché ce film. J'ai l'impression que c'était cette double… Ça a donné du courage un peu aussi. Oui, cette expérience, elle la voulait pour les autres. Et c'était ses premiers mots, ça a été ceux de toute l'évolution de ce film, où même parfois elle a douté, est-ce qu'elle va être capable d'aller au bout? Elle avait très envie d'être la testeuse aussi de cette justice-là, et pour dire au plus grand nombre, regardez cet outil qui existe, et faisons-nous si on s'en sent capable, et si ça peut vous aider. Donc ça faisait vraiment partie aussi de la démarche personnelle de Maïana. Alors, je voudrais qu'on revienne, puisqu'il ne nous reste plus que 4 minutes déjà, ça file à une vitesse incroyable. Vous produisez également sur C8, vous l'avez dit, l'émission Au Tableau, dans laquelle une classe d'élèves, évidemment, interroge une personnalité politique, sportive, du monde du cinéma. Déjà, une question basique, est-ce que l'émission va revenir la saison prochaine? Alors ça, je ne peux pas du tout… Vous ne savez pas encore? On est en juin, là, je tentais ma chance. En général, c'est plutôt là que ça se décide. Ils se réveillent tard, ça dépend des chaînes. Il y en a qui se réveillent un peu tard. Et puis pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit ici le numéro avec on a encore une émission en fabrication dans les jours qui viennent, là, le week-end prochain. Et je me réjouis de l'enregistrer. Vous ne pouvez pas le dire encore? Oui, c'est encore un peu tôt. D'accord. On a un très beau casting. Pour moi, c'est un vrai beau cadeau de fin d'année. Vraiment. Mais vous aimeriez poursuivre dans cette voie-là et avoir d'autres types de personnalités? J'adorerais que cette émission, en tout cas, perdure. Ici ou ailleurs, c'est une émission qui a vocation, qui continue de nous animer, nous, à la fabriquer avec Caroline Delage. Les enfants qu'on renouvelle à chaque fois et qu'on casse dans toute la France, de tous les milieux, de milieux plus fragiles comme de milieux plus privilégiés. On a vraiment un petit panorama de la France dans cette classe qu'on compose. Et cette fraîcheur, cette authenticité dans les questions, vraiment, ça en fait un exercice vraiment fabuleux à produire. Je prends beaucoup de plaisir à accompagner ce programme. Damien. Alors justement, en parlant de tableau, Élodie souhaite savoir si vous avez une personnalité que vous rêvez de recevoir. Alors on sait que vous avez un temps visé Brigitte Macron. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec elle? Est-ce que vous pensez qu'elle sera susceptible de venir la saison prochaine si l'émission se poursuit? C'est peut-être elle qui fait la semaine prochaine. Peut-être. Non, j'attends pas de retour
de Brigitte Macron. D'accord. On a laissé un peu tomber. Je crois que c'était Caroline Delage qui avait dit ça sur ce plateau. Oui. Ouais. Mais Mais une autre personnalité, vous, que vous aimeriez avoir, pas forcément politique, comme ça, une personnalité de rêve interviewée par des enfants? moi, j'adorerais qu'on reçoive Anne Sinclair. Ouais. Qui, moi, m'a toujours beaucoup inspirée et je trouve qu'elle continue d'être inspirante pour des petites filles et des jeunes filles là, qui vraiment sont prometteuses et qui, à mon avis, deviendront de brillantes journalistes. Du coup, ce serait une belle invitée. Voilà. Bon, le message est lancé en tout cas. Elle regarde évidemment le Boss TV tous les matins. On vous parle, Mélissa, on parle à la productrice, bien sûr, mais effectivement, on vous voit moins à la télévision, que vous avez longtemps été un visage d'antenne, notamment sur LCI, puis dans Zone Interdite, 66 minutes. La lumière des plateaux, on a l'impression que ça ne vous manque pas. Vous aviez déclaré récemment dans Télémac qu'aujourd'hui, aucune émission ne vous faisait particulièrement rêver. Non, alors ça peut paraître tout à fait hautain et prétentieux de dire ça, non, parce pas que forcément. c'est mal dit, du coup. Alors je voudrais rectifier mes propos. Aujourd'hui, je m'épanouis à faire ce métier-là et vraiment, j'y mets tout mon cœur et je me sens un petit peu utile dans ce métier-là. Vraiment, je me sens à ma place. Ce qui ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas des envies ou des frustrations de se dire « mais j'aimerais incarner un programme, donner la parole ». On parlait de temps à laisser aussi aux gens sur un plateau qui ait du sens. Je continue d'en rêver un peu régulièrement. Il se trouve qu'il n'y a pas aujourd'hui ou la place ou la possibilité peut-être de créer une nouvelle émission. Mais je garde espoir, comme vous le disiez tout à l'heure, que tout se renouvelle et que de nouveaux programmes puissent se voir le jour. Qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir devant la caméra, par exemple? Une émission justement où on prend son temps, de témoignages, de discussions. Qui pourrait aller après des films comme ceux que je produis. Ouais. Il y a un ADN commun sur cette idée de démocratiser des outils, de rendre visibles ceux qui ont moins la parole et qui ont tellement de choses à nous apprendre. Je pense que ça pourrait mériter à la fois un film et un débat. Voilà, un type d'émission que je ne vois plus aujourd'hui et qui existait il y a encore quelques années. Mais peut-être que c'est aussi la fin de la télé et que maintenant on agit autrement sur Internet, des chaînes YouTube, etc. Il y a peut-être aussi tout ça. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de me poser ces questions de frustration parce que je suis très occupée par les films que je défends. Alors, il y a une phrase que vous avez dit qui m'a surpris aussi. Télé, hein. Oui, mais ça, je sais. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Une chose qui m'a surprise, vous avez dit que ce documentaire Ce soir, rencontre avec mon agresseur passe en prime time, c'est quasiment un miracle. Aujourd'hui, les chaînes, à part des documentaires historiques ou animaliers, ne passent quasiment plus rien en prime time. Comment vous l'analysez ça? Les chaînes sont trop frileuses aujourd'hui pour essayer de produire ce genre de documentaire en prime? Je sais pas, je le regrette. Je trouve qu'il y a très très peu de cases maintenant qui permettent de défendre des films importants à une heure de grande écoute. J'ai défendu et je continue de le faire. On parle pas de documentaire qui passerait à minuit dans les festivals ou autres, Itinéraire d'un enfant placé que j'ai produit récemment et qui est un film qui continue sa vie et qui permet aussi d'avancer sur la politique d'aide sociale à l'enfance. Pour moi, ce sont des films fondamentaux qui méritent d'être vus par le plus grand nombre. Alors heureusement, il y a le replay, il repasse sur d'autres chaînes, il y a des deuxièmes diffuseurs. Donc ces films vivent. Mais je trouve qu'ils mériteraient une place à une heure de plus grande écoute. Ouais. Donc c'est vrai que quand on a cette place-là sur France 5, sur un sujet aussi novateur que de comprendre l'expérience de Maïana sur la justice restaurative, là on se dit, ouais, il y a une utilité, il y a du sens et au moins chacun peut y avoir accès. Du coup, l'audience, vous y serez quand même attentive. C'est important sur France 5, l'audience aussi. Ouais, j'espère qu'on ne va pas couler la saison et qu'on ne fera pas le pire score de l'année. Je ne me rends même pas compte en plus de la moyenne de cette case-là, maintenant que je suis sortie un peu des chiffres. Qui est plutôt une bonne moyenne, hein, on rappelle. On n'a plus les chiffres en tête, mais c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Hein. Oui, en général, c'est pas loin du million. En général. C'est ça. C'est toujours très bien. Oui. Vous avez une petite pression, Mélissa. Je les dois. En tout cas, merci de rendre visible l'annonce de ce documentaire. C'est avec grand plaisir. Damien, on dit au revoir. On est déjà en retard. On dit au revoir on a plus le temps de passer de questions. Il y a des questions aussi sur Twitter aujourd'hui. On dit au revoir à Renaud, Corentin, Jean-Charles. Voilà, ils étaient nombreux comme toujours. Regardez l'émission surtout ce soir sur France 5. Ce sera à 20h50. Rencontre avec mon agresseur. Un documentaire assez incroyable. C'est difficile d'avoir les mots. Il faut vraiment le regarder pour se rendre compte. Autant de pudeur, effectivement, touchant. Mais effectivement, jamais larmoyant, ce qui était assez incroyable. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Mélissa. Damien, nous on sera là de retour demain matin. Oui, alors on va pas forcément changer de registre. D'ailleurs, on va rester un petit peu dans le domaine de la confession, dans le domaine du témoignage, parce qu'on va recevoir l'homme aux dreadlocks du service public. Il s'agit d'Olivier Delacroix qui viendra nous voir pour nous parler de son émission Dans les yeux d'Olivier, qui est revenu et puis qui revient effectivement cette semaine pour un nouveau numéro. Absolument. Ce sera dès demain. Soyez au rendez-vous 10h30 pour un nouveau Buzz TV. Excellente journée à toutes et à tous.